Et donc, j'ai commencé par donner la parole à Maral Garabed, qui a fait un master. Alors, elle n'est pas masterante, elle a achevé son master, en fait. Donc, elle est titulaire d'un master IMAS, donc de ce master international qui a été créé par Anaïd Donabédian. Et elle fait partie de la première promotion de ce master international intégralement suivi en arménien occidentale de préférence, mais pas que. Mais bon, les cours étaient donnés intégralement en arménien online. Et Maral a fait son travail impulsé par Mélanie Keledjian, qui est enseignante au Langso, donc qui est justement la spécialiste, enseignante de l'arménien occidental avec aussi Anaïd, bien sûr. Et elle a été aussi soutenue par Adriné Zinali, qui est la conservatrice donc à la Bulac et qui s'occupe du département arménien. Et donc, il a aussi soutenu, orienté vers les collections qui sont de Harach. Et donc, elle va présenter son travail sur Harach entre 1925 et 1930. Donc, vous voyez déjà, voilà, Astrid arrive, vous voyez déjà la date 1925, donc ça tombe bien, nous commémorons le centenaire de la création de ce journal phare de la communauté qui a incarné vraiment la survie des Arméniens en diaspora et notamment en France, donc qui a recréé qui a contribué à forger un petit peu la communauté. C'est ce qu'elle va aussi nous présenter, mais aussi sur les liens entre Harach, les Arméniens et la France. Maral, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Juste un instant, le temps de trouver la présentation. C'est beau, non ? Et le logo de l'IMAS aussi. Ah oui, j'aurais loupé évidemment ça pour rien au monde, le fait de célébrer ce master international d'études arméniennes dont je suis diplômée avec grande fierté et aussi grande émotion d'être devant vous aujourd'hui. Donc merci Madame Mouradian de m'avoir présentée. Je suis Maral Garabed et j'ai la chance de dire Pouchoudjian, donc c'est super. Et j'ai beaucoup d'émotions, vous me pardonnerez pour ça, mais j'espère vous la transmettre pour approcher à ma manière ce monument de la presse arménienne qui est Harach. Donc à ma manière, mais avec humilité, déjà en resserrant les années d'études, 1925-1930, pour vous le situer, évidemment, c'est les 5 premières années de la création du journal et de sa publication. On est en France. Et la question que je me suis posée dans cette étude, je ne suis pas du tout une spécialiste de Harach, ni de l'histoire, donc ce n'est pas mon terrain de jeu, mais la question que je me suis posée, c'est moi, lectrice, si j'ouvre les pages du journal Harach, qu'est-ce que Harach me raconte en tant que lectrice à propos de la France ? Et si Harach le fait, quelle est son intention finalement pour son lecteur, mais son lecteur d'il y a 100 ans, cette communauté arménienne qui va voir ce journal publié pour la première fois. Donc voilà mon angle d'approche et je me suis demandé quel était ce que Harach offrait à ses lecteurs de la France. Et le titre de ma présentation, c'est ma conclusion. En fait, Harach s'est proposé d'être un maillon entre cette communauté arménienne et la France, un maillon, un facteur d'accueil, quelque chose de positif. Alors allons-y, je vais vous donner quelques éléments généraux et puis très rapidement rentrer dans le journal au travers de son premier éditorial, vraiment pour clarifier les intentions et puis petit à petit de le lire, j'espère que vous allez le lire avec moi, pendant ces 5 années pour aller jusqu'à la conclusion et voir si j'ai bien nommé cette présentation. Quelques données, évidemment. Donc, Harach créé en 1925 sous l'impulsion de son fondateur et rédacteur en chef, Shavash Missakian. Premier numéro qui paraît le 2 août à Paris. Sur un rythme de 3 fois par semaine, mais finalement, très rapidement, 1er janvier 2027, quotidien. Premier quotidien de la presse arménienne en France et aussi, dans son temps, dans la diaspora, dans ce rythme-là. Avec une longévité exceptionnelle, on arrive jusqu'en 2009 avec Harach, c'est incroyable, avec une seule interruption dans son histoire, les 5 années de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, au décès de son fondateur, Shavash Missakian, sa fille, Arpik Missakian, a pris le relais et a maintenu et a assuré la longévité, la pérennité, le succès de ce journal jusqu'en 2009. Harach, aujourd'hui, c'est 22 214 numéros,
qui sont, je le dis ici, intégralement disponibles et consultables à la Bulac, qui sont également numérisés pour tous ceux qui veulent, comme moi, consulter ce journal et le feuilleter et parcourir la langue de Harrach et son propos par l'association Aram. Donc c'est disponible en ligne également. Donc c'est un vrai bonheur et une ressource documentaire précieuse. Harrach en lettres de feu, vous le voyez, vous le reconnaissez pour ceux qui l'ont déjà vu, sinon imaginez-le, il est juste derrière moi et en grand, en gras, en lettres de feu, c'est Harrach en avant. On est le 2 août 1925. On a un certain nombre de détails sur la publication, etc. Mais ce qui m'importe, c'est Yergukhovsk. Yergukhovsk, c'est 2 mots. C'est l'éditorial de Shavash Missakian. Alors, dans cet éditorial, Shavash Missakian, il pose quelques constats, mais également, il va poser la ligne éditoriale de son journal. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la communauté arménienne en France est une communauté récente. C'est intéressant de s'attarder sur ce récent, cet adjectif-là. On le verra tout à l'heure en quoi c'est récent. Une communauté récente qui est face à un danger en France, pourtant sur une terre qu'il nomme accueillante, ce sont ses termes, enfin pardonnez ma traduction, ce sont ses termes, une terre accueillante. Et le danger de cette communauté récente arrivée en France, c'est celui de l'effacement, de la dissolution. Et en fait, Shavash Missakian, dans son éditorial, finalement met en garde contre ce danger-là en disant « mais attention », il n'y a pas de fatalité, on peut rester éveillé, je vais le citer, pour ne pas se laisser bercer par des illusions et garder fort la singularité de notre peuple. En fait, simplement de se dire sur les trottoirs éblouissants de Paris, je cite là encore, en fait, il y a le danger finalement de trop s'européaniser ou d'oublier finalement qui sont ces Arméniens. Et donc, quelque part, il met en garde contre ça et donc donne l'objectif du journal en disant nous proposons de donner souffle à la population, la communauté arménienne arrivée en France, afin qu'elle garde espoir, qu'elle reprenne ses forces, afin qu'elle garde espoir dans l'esprit, jusqu'à ce que nous puissions, je cite, regagner notre patrie. Donc il y a vraiment aussi cette impulsion de se reconstruire, mais pas de se reconstruire dans un ailleurs et durablement. À ce moment-là, c'est se reconstruire pour rebâtir le projet, pour repartir, pour retourner dans la patrie. Alors bien sûr, comment ? Les Arméniens doivent se reconstituer physiquement. C'est à maintes fois indiqué dans le journal, le fait de se reconstruire physiquement, mais aussi économiquement, de faire communauté, de garder fort l'esprit de communauté ou de le cultiver, de garder fort la langue qui est le seul héritage que les Arméniens ont embarqué avec eux en arrivant en France. Peu ou prou à ce moment-là, 1925, c'est le constat. Et bien sûr, porter les efforts sur l'éducation, les arts, enfin voilà, cultiver ce qui est à cultiver, bien sûr, pour garder la singularité des Arméniens. Là-dessus, bien sûr, Harrach est un journal. Il propose de restituer l'image de la vie locale, donc en France, mais pas seulement, c'est pas satisfaisant ça, de donner des nouvelles des Arméniens partout où les Arméniens sont. La communauté, la diaspora, en France, en Arménie, en Union soviétique, en Turquie, peu importe, de donner des nouvelles de la communauté, mais également des nouvelles du monde, c'est-à-dire comment est-ce que le monde bouge, certainement pour comprendre comment les Arméniens sont situés dans ce monde-là, quels sont les enjeux. J'ai envie de conclure en vous disant la toute dernière ligne de l'éditorial. Encore une fois, pour moi, c'est chargé d'émotion 100 ans après de vous la lire. Oui, il est mieux de laisser le travail parler de lui-même. 100 ans après, quelle réussite, quel succès. Donc c'est visionnaire, mais c'est un travail acharné. Alors mon propos n'est pas là de faire la réclame du journal, mais de rentrer maintenant dans mon sujet. Donc, au travers des pages du journal, toujours le premier numéro d'ailleurs, on peut lire une interview de Harrach qui est allé se présenter à la police de Paris pour interviewer le directeur des services des étrangers et lui demander quelques informations pratico-pratiques, mais pas que, sur les papiers d'identité. Oui, quand on est en France en 1925, la loi vient de changer il y a à peine un mois, en juillet, et elle indique qu'il faut avoir des papiers d'identité pour résider plus de 2 mois en France et les papiers seront renouvelés tous les 2 ans. OK. Comment faut-il faire ? Alors, Harrach nous donne par le biais du préfet, enfin pas le préfet, mais de la police de Paris, les modalités, combien il en coûte, selon qu'on soit étudiant, profession intellectuelle ou artisan, et finit par interroger le directeur sur, finalement, quelle est la position du gouvernement de la France à propos de la nationalité arménienne ? Tiens, c'est intéressant. La position du gouvernement de la France, donc c'est bien la France qu'on interroge, finalement, sur sa position. Et là, le directeur répond... du fait de la ratification du traité de Lausanne en 1923,
L'Union soviétique est reconnue. Par conséquent, l'administration française ne peut pas reconnaître de nationalité française à cette communauté qui arrive en France quand elle lui délivre des papiers. J'ai dit quoi ? Française. Ah bah oui, nationalité arménienne, mais c'est pour vérifier que j'avais mon audience avec moi. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et donc, quelque part, l'administration française ne peut pas délivrer de nationalité arménienne, évidemment, parce que c'est désormais impossible. Par conséquent, les ressortissants pourraient être de nationalité turque ou de nationalité russe. Néanmoins, on sait aussi dans ce journal, on peut lire dans cet article, que la Turquie, finalement, à ses ressortissants arméniens qui quittent la Turquie, ne délivre pas de papiers. Et surtout, les réfugiés, enfin ceux qui quittent la Turquie, finalement, ne sont pas reconnus ensuite, s'ils devaient revenir au pays, comme des ressortissants du dit pays. Donc finalement, ces Arméniens se retrouvent sans être reconnus par le pays qu'ils viennent de quitter, et donc sans nationalité aucune en arrivant en France. Par conséquent, la France, toujours par les mots de la police de Paris, indique que ces Arméniens seront placés sous la protection de la Société des Nations et se verront remettre un passeport Nansen qu'on remet aux apatrides, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de patrie. C'est tout à fait le cas des Arméniens en 1925. Donc là, Harač, dans son premier éditorial, resitue tout le contexte administratif, mais aussi de patrie et de perte de patrie ou de nationalité ou d'arrivée en France en tant que réfugié dès le premier numéro et par la voie d'une interview un peu formelle quand même, la police de Paris, excusez-moi. Alors en 1925, Shavash Missakian disait « La communauté est assez récente ». Hrant Samuel, toujours en 1925, toujours dans le premier numéro, très riche en informations, mais qui arrive à capter son lecteur, dit voilà, il y avait 4000 Arméniens en France en 1921. 4000. 4 ans plus tard, 1925, 40 000. Dans le même journal, on lit les statistiques de l'évêque Grigoris Balakian à propos de la population arménienne en Europe. On recoupe plus ou moins ces chiffres, mais enfin, les recensements ne sont pas précis à ce moment-là. Donc, Harač entreprendra pendant les années qui suivent, sans relâche, des appels au recensement pour dire combien de personnes, dans quelle communauté, une église ou pas, une école, etc., les enfants, les orphelins. Voilà le travail que lance Harač à ce moment-là. Et Hrant Samuel, pour le citer aussi, dit à partir du moment où nous sommes 40 000 en France, nous sommes une communauté certes récente qui devons nous structurer, pour reprendre aussi les mots de Shavash Missakian, mais aussi ce nombre par rapport à l'Europe nous oblige. Donc quelque part, nous avons une responsabilité, et cette fois-ci, il ne s'adresse pas au journal, il s'adresse au lecteur du journal en disant nous avons une responsabilité qui nous engage par rapport aux autres Arméniens dispersés en Europe. En 1926, pour information, il y avait parmi les réfugiés en France 72% d'Arméniens. C'est le flot de cette époque-là. Hrant Samuel, toujours lui, en 1925, offre une série d'articles. Je suis bien triste de ne pas pouvoir vous livrer tout ce qui est comme information dans ces articles-là, intitulés « Les Arméniens en France ». Et son intention, qui est tout à fait au cœur de mon sujet, c'est, je cite, « de montrer à nos lecteurs comment nos ancêtres sont venus dans ce pays accueillant et s'y sont installés ». Là, on est complètement en train de parler de la France et des Arméniens en France. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Par exemple, vous, saviez-vous que dans l'ambassade de l'empereur Charlemagne, il y avait des catholiques arméniens envoyés par le prince Haroun el-Rachid dès le IXe siècle. Ensuite, au Xe siècle, il y avait un moine arménien qui est venu s'installer dans le Loiret. Saviez-vous que l'église actuelle d'aujourd'hui, c'est affiché horriblement. Je suis vraiment désolée pour cet affichage-là. On va survivre à ça, hein. Vous m'écouterez. Savez-vous que dans l'église actuelle de Pithiviers, qui a 2 cotitulaires, Saint-Salomon et Saint-Grégoire, c'est Saint-Grégoire l'Arménien. Saint-Grégoire l'Arménien, Saint-Grigoris de Nicopolis. Donc, quelque part, là, Hrant Samuel nous donne à voir que les Arméniens étaient là bien avant ce début du XXe siècle. Également, en Avignon, le pape, c'est pas personne, le pape Clément V recevait l'historiane et le moine Hétoum, qui lui remet un livre d'histoire et de géographie de l'Asie. Je vous montre ici un extrait du manuscrit que l'on peut trouver à la Bibliothèque nationale de France. En fait, la flore des histoires d'Orient.
quelque part, c'est un Arménien qui a ce crédit-là pour aller se présenter vis-à-vis du pape Clément V. Et d'autres exemples encore comme ça. Également, on a une série d'articles, on en a 2,5, sur le commerce français et les marchands arméniens. Alors, une culture des marchands arméniens qui dépasse évidemment la France, mais là, typiquement, on nous donne à voir que l'histoire a commencé, les transactions ont commencé dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, on avait des relations entre la France et le royaume arménien de Cilicie. On peut trouver dans les archives des villes françaises de Narbonne, Nîmes, Montpellier ou Marseille l'établissement, pas le passage, l'établissement de marchands arméniens au XIIe siècle. On peut trouver réciproquement, parce que c'est bien une relation dans les deux sens, les édits des rois arméniens Ochine et ensuite son successeur Léon IV, qui autorisent l'import d'objets français vers le royaume d'Arménie. Donc c'est bien une relation réciproque dont il est question. Il y a eu des entreprises, évidemment, pour favoriser l'installation des commerçants arméniens pour leur talent et aussi pour leur voie vers l'Asie, typiquement en Flandre, pour doper cette région-là. Et quand je dis doper cette région-là, le climax, pardonnez-moi le mauvais mot, le mauvais mot en langue française, mais l'apogée, merci beaucoup. L'apogée, elle est connue sous les réformes de Colbert, qui veut redresser les finances de la France et qui se dit il va falloir, d'une, doper le commerce, deux, l'import-export, troisièmement, avoir des manufactures. Et donc, il faut vendre des produits manufacturés. Et pour cela, il nous faut des marchands qui ramènent des matières premières, les Arméniens. Il nous faut des gens qui achètent et évidemment, il faut que tout ça tourne. Alors, les Arméniens ont connu des grands succès sur cette période-là, mais aussi ont fait, je vais dire comme ça, quelques jalousies ou généré des tensions. D'un côté, les rois, donc Louis XIII, Louis XIV, ont favorisé leur établissement par des ordonnances, des édits. De l'autre, localement, Marseille, Lyon, tous ceux qui se trouvent sur cette route de la soie vont dire oui, mais en fait, il y a une concurrence avec nos commerçants, donc quelque part, il faut quand même réguler ce que les Arméniens font. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces Arméniens? En fait, ils viennent avec des matières premières, c'est exactement ce qu'on attendait d'eux. Ça fait tourner les manufactures parce qu'en fait, on peut amener le coton pour pouvoir tisser, bon, très bien. Mais en fait, ils ne repartent pas avec le produit fabriqué. Ils repartent avec de l'or et de l'argent. La fuite des capitaux, on dirait aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça, c'est pas de nature à favoriser le commerce tel qu'on l'entend. On fabrique pour vendre. Et donc, ces Arméniens, ils repartent pas avec la matière. Donc, c'est ça qui a créé des jalousies. Et donc, ça a duré pendant presque un siècle, cette histoire-là, avec l'impulsion de Colbert, l'impulsion également du cardinal de Richelieu, qui par ailleurs, pour capter les Arméniens et les détourner de la belle ville d'Amsterdam et du commerce florissant en Hollande, a dit « si vous voulez que les Arméniens s'installent en France, il leur faut une imprimerie. » Et voilà comment comment arrivera, mais je n'ai pas le temps de vous la détailler là, l'histoire de l'établissement de la première imprimerie arménienne à Marseille, sous l'impulsion du cardinal de Richelieu. Autre thématique, on quitte Rand Samuel, on passe en 1929, la journaliste française Séverine, militante, féministe, femme engagée, femme de lettres, journaliste, décède. Harrach lui consacre 2 numéros. On y voit la biographie, certes, on y voit l'admiration. C'est une femme libre de la presse française. C'est une femme engagée qui a toujours pris la plume et la parole pour défendre les opprimés, les discriminés, les minorités, ceux qui n'ont pas de voix. Et parmi tous ces gens-là, finalement, les Arméniens. Elle a travaillé aux côtés de Jean Jaurès, elle a pris la plume aux côtés d'Arshak Chobanian, elle s'est impliquée. Mais elle n'a pas fait que ça. Son combat ou sa parole, elle n'est pas portée sur les Arméniens, elle est portée sur les discriminés. Et donc, en fait, on a évidemment son portrait à elle, une femme inspirante, qui nous est donnée par Harrach, mais également des références à l'histoire de France au travers de ces grands moments pendant lequel le peuple s'est rassemblé, s'est connecté, la Révolution française, la Troisième Révolution, la Commune de Paris, mais également les femmes qui ont précédé au destin de la France. Quand même, en 1929, on a un article qui nous met en valeur des femmes engagées. Harrach, c'est quand même incroyable que Harrach ait envie de livrer ça. Et donc, on est en 2025, je vous le dis encore, en n'y croyant pas.
c'est moderne. C'est précurseur. Et donc, on a Louise Michel, la figure emblématique de la Commune de Paris, Charlotte Corday, qui a assassiné Marat et qui précédera la Révolution, cet assassinat-là, en France, on parle de France, ou Jeanne d'Arc encore, qui a repoussé les Anglais à Orléans et qui a connu le destin qu'on lui sait. Bref, Harrach passe, au travers d'un hommage, des figures finalement inspirantes, à la défense de la voix des minorités, des opprimés, et aussi au moment de révolte. Enfin, pour ce que Harrach nous donne à voir, le dernier exemple que j'ai choisi, c'est toute une série d'articles sur des grèves. Alors ça m'a interpellée, parce que quand même, entre 1925 et 1930, ok, il y a le krach boursier en 1929, mais enfin les grèves, c'est quand même... je ne m'attendais pas à trouver cette actualité autant remise en avant dans le journal. Mais finalement, les grèves... c'est finalement la voix des travailleurs, la voix des ouvriers, leurs revendications. C'est important pour Harrach de dire qu'en France, il y a une parole qui peut être écoutée et qui peut se manifester dans l'espace public. Finalement, c'est ça qu'on attrape. Et c'est ça que Harrach, finalement, offre à son lecteur en disant, en France, on peut s'exprimer. Également, une autre forme de grève, c'est les grèves pour protester contre les interventions militaires de la France, pour finalement... calmer, freiner les mouvements indépendantistes au Maroc. Oui, les Marocains étaient placés sous protectorat français à ce moment-là. Donc là, quelque part, Harrach nous donne un exemple dans un pays différent, mais d'un peuple qui demande à avoir son indépendance sur ses terres. Et en disant, il y a des ouvriers français qui se sont mobilisés pour des gens qui ne sont pas des Français dans un autre pays pour dire, concrètement, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, j'en viens à ma conclusion. Harrach, finalement, moi je le vois, j'espère vous avoir restitué ça, comme un vecteur entre 1925 et 1930, dans ces 5 premières années de publication, un vecteur d'attachement à cette communauté arménienne qui vient d'arriver, qui ne sait pas vraiment où elle est, en lui disant, finalement, ici, c'est une terre accueillante. Vous avez peut-être quitté une terre hostile, mais vous arrivez sur une terre accueillante. Vous arrivez sur une terre où vous avez une histoire en commun. Vos ancêtres sont déjà passés par là et étaient reconnus. Je vous ai dit, un empereur, un pape, un roi, ministre d'État, un cardinal, enfin quand même, reconnus. Et, vous êtes aussi dans un pays où il y a une culture avec des héros, des Français et des Françaises inspirantes, qui peuvent être des figures pour nous aussi, pour se reconstruire, mais également regarder et prendre et emprunter. Et enfin, vous avez une culture de la défense des opprimés, de la défense des travailleurs, de la défense de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer tout à fait dans un espace public en sérénité. Voilà, c'est mon propos. J'espère vous avoir convaincu que Harrach, c'est bien un maillon dans ces années-là entre la France et sa communauté arménienne. Alors bien sûr, j'avais préparé des références bibliographiques. Mon but n'est pas de vous les lister, mais simplement de vous dire qu'à la Bulac, on trouve énormément d'informations relatives à Harrach. Je vous l'ai dit, on peut lire Harrach en vrai, toucher Harrach, c'est précieux. On peut également avoir toute une collection de ressources documentaires. Je vous ai parlé de l'association Aram et de la numérisation. Je vous montre ici quelques autres références. Et évidemment, je vous remercie pour votre attention. Shonoragaluchun serushatruchan hamar. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture enthousiaste sur laquelle, je vais faire une petite transition avec l'exposé d'Astrig, qui porte un petit peu sur la même période, d'une certaine façon. Juste pour vous dire, on posera peut-être les questions tout à l'heure après les deux exposés. Je voulais juste peut-être rappeler que Harrach, ça veut dire donc en avant, et ça reprend le titre d'un journal social-démocrate allemand, Vorwärts. C'est pas le premier. Il y a eu déjà un Harrach dans l'Empire ottoman avant de paraître. Donc il y a aussi toute cette dimension socialiste en fait. Donc vous savez, Shavash Missakian était au parti d'Ashnak. Le journal n'est pas un organe, mais c'est quand même, ça reflète aussi cette dimension socialiste de l'époque. Il y a quelque chose qui m'a aussi, quand je vous ai écouté, ma grand-mère qui l'a reçu, enfin on est abonné depuis les origines. Mon grand-père connaissait très bien les gens. Elle ouvrait tous les jours Harrach. Et en se posant rituellement la question, voyons s'il y a une bonne nouvelle, si le pays est libéré et si on va pouvoir retourner chez nous. C'est-à-dire l'écho de ce premier éditorial
en fait, effectivement, était très vivant chez les personnes âgées. Donc et ça se limite pas non plus au nombre d'abonnements, parce que vous n'avez pas évoqué ces dimensions-là, mais c'était lu par plusieurs personnes. Enfin, c'était soit familial, soit ça se passait. Et moi, je me souviens d'une époque à Paris, dans les années 60-70, où les marchands de journaux, les kiosquiers ou les bureaux de tabac des quartiers arméniens vendaient Harac. C'est-à-dire, c'était pas seulement sur abonnement, il y avait aussi, enfin, je veux dire, le journal se vendait dans les kiosques du 2e arrondissement, enfin du Sentier, du 9e arrondissement, là où il y avait une communauté arménienne, donc ce que vous avez un petit peu, enfin, vous n'avez pas connu. Et donc, bon, alors après, sur le discours, enfin, on pourra revenir après dans les questions, mais ça reprend aussi beaucoup de topoï voilà, les Arméniens en France et des liens éternels d'amitié entre la France et l'Arménie qu'on entend à tous les discours officiels depuis, effectivement, même Charlemagne, mais enfin surtout la Cilicie, les Lusignans, enfin voilà. Donc c'est aussi, ça reprend aussi un récit national et français et un récit un peu classique de ces relations qui s'est